Les Passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Ce 47e épisode des Passagers de Tanger est consacré à la plasticienne Rita Alaoui, qui participe à l'exposition collective Matisse Ici et Maintenant, montrée à Galerie Kent du 18 octobre au 18 novembre 2025. Rita Alaoui est née à Rabat, mais elle partage sa vie entre Paris et le Maroc depuis quelques années. Diplômée de la Parsons School of Design en 1997, dont elle a suivi les cursus à Paris puis à New York, on la trouve présente sur la scène internationale depuis 2010. Elle a récemment été défendue par la galerie Signia 28 de Marrakech, avec laquelle elle a des projets cette année encore, par la galerie Tiwani Contemporary à Londres, par la galerie Anne de Villepoix à Paris, par la galerie Culte à Rabat, par la Villa de la Porte à Casablanca et par la 127 de Montreuil. On l'a aussi vu passer par le kiosque et Think Tanger en 2022 et 2023 et par la Galerie de la Croix en 2016 où lui fut consacrée une très belle exposition personnelle. En matière d'exposition collective, on l'a récemment remarqué dans le Perche, dans l'excellent espace d'art contemporain La Cour Bellem, à l'AKA Art and Design Fair de Paris, à la Galerie Loft de la capitale de l'Hexagone. Auparavant, elle a participé à des événements au Musée de la Chasse et de la Nature où elle a présenté une performance, à Artorium à Casablanca, au comptoir des mines de Marrakech, à l'Institut du monde arabe de Paris, ainsi que dans des villes telles que Madrid, Sharjah, Londres, Bruxelles ou New York, où elle a multiplié les événements au début de sa carrière. Rita Alaoui est une artiste protéiforme qui travaille autant le dessin, la sérigraphie, l'art vidéo, la performance et le livre d'artiste que la peinture qui reste son médium de prédilection. Elle est récemment apparue dans la shortlist finale du prix Cole à Paris en 2023, ville où encore elle a été reçue pendant 6 mois en résidence à la Cité des Arts en 2019. Inspirée par la nature, par le fait biologique même, Rita Alaoui crée une œuvre organique faisant appel à une réelle présence chamanique qui explore très souvent la dimension sacrée de tous les objets de la nature sur lesquels elle entreprend son travail d'artiste entomologiste. Rita Alaoui, tu prends tes habitudes à Tanger. Effectivement, je commence à m'habituer à venir très régulièrement à Tanger et aux alentours de Tanger. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme expérience dans notre ville ? Ça a commencé en 2013 lorsque j'ai présenté mon livre d'artiste Fragments de vie quotidienne avec la librairie Les Insolites. Tout a commencé ce jour-là. Je crois que c'est là où je suis vraiment tombée très amoureuse de Tanger. Et depuis, c'est devenu une sorte de pèlerinage annuel où je tisse de plus en plus de liens avec des personnes, avec des lieux autour de la ville, avec le paysage, avec la mer, la lumière. Donc je commence à voir de plus en plus de petites histoires. On va pas dire tangéroise parce que je me balade aussi autour de la ville. Tu as eu une expérience approfondie avec Think Tanger, l'espace culturel et de réflexion dirigé par Hicham Bouzid. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? Alors Hicham est un grand ami que j'ai rencontré en 2013, toujours lors de cette présentation de mon livre d'artiste Fragments de vie quotidienne. À l'époque, il était à la librairie Les Insolites. Donc il a fait quand même un énorme chemin depuis, de réalisation personnelle et professionnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est tombés très amoureux de nos pratiques respectives. Et Hicham est un grand fan de mon travail. Moi, j'apprécie énormément le combat qu'il mène dans cette scène culturelle marocaine. Donc, ça s'est fait très naturellement. On a choisi quelques formes de mes dessins et une peinture que l'on a reproduite en sérigraphie. Tout à l'heure, tu mentionnais la gravure. Alors, non, malheureusement, je n'ai pas poursuivi. J'ai étudié un petit peu la gravure à l'école. Mais là, avec Hicham, c'est de la sérigraphie.
qui est aussi un art du multiple. Et on a très envie de refaire d'autres expériences de sérigraphie. Alors c'est pas aller plus loin qu'un travail d'une production en fait. Vous n'êtes pas allé dans la réflexion sur les banlieues, sur la ville comme le fait d'habitude. Non, parce que Hicham est quand même sur plusieurs bords. Donc là, c'est vraiment avec son atelier de sérigraphie que j'ai travaillé, pour l'instant, en tous les cas. Un travail de plasticien, c'est tout. Ce qui est déjà beaucoup. La sérigraphie est très belle. Et avec la Galerie de la Croix, c'est quand même une consécration d'avoir une expo à la Galerie de la Croix. Tout à fait, et merci de me rappeler les dates, parce que moi je commence à oublier des fois. La Galerie de la Croix, c'était une très belle invitation à l'époque de la part de Jérôme Miguerou, qui était directeur de l'Institut français de Tanger. Et j'ai été à l'époque très très focalisée sur mes objets trouvés, je le suis toujours, je l'ai toujours été, mais effectivement j'ai fait des sortes de gros plans de mes cabinets de curiosité. Alors, que sont ces cabinets de curiosité que, ultérieurement dans l'interview, on va pouvoir rapprocher du travail de Matisse, puisque c'est un peu le propos de notre rencontre aussi. Qu'est-ce que c'est que ces cabinets de curiosité ? Ça a commencé tout simplement me baladant sur la plage à Casablanca où j'ai grandi, où j'ai élevé aussi mes enfants donc dans cette ville côtière, et tout bêtement, on a ramassé des choses sur le sable, comme le font tous les enfants du monde, et même les adultes, justement. Ça a commencé comme ça, donc des petites récoltes avec mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, qui nous ont énormément amusés et qui ont par la suite alimenté un cabinet de curiosité qui n'a fait que grossir lors de mes voyages, balades, et qui sont devenus en quelque sorte des témoins de la biodiversité, de l'histoire du monde, et qui me servent à chaque fois de référence pour démarrer un dessin, démarrer une peinture, une nouvelle, parce que j'ai écrit 11 petites nouvelles où je fais parler mes objets trouvés. Donc ils sont aujourd'hui rangés très soigneusement dans des boîtes, et quand j'en ai besoin, je les sors et ils refont partie d'une nouvelle histoire à chaque fois. Donc les fameux cailloux et coquillages qu'on ramasse et puis que finalement on laisse dans la chambre d'hôtel parce qu'ils sont trop lourds pour les bagages, toi tu les ramènes à la maison. Je les ramène à la maison, mais évidemment ils rentrent toujours dans ma valise ou dans mon sac. Maintenant, je pense que si je peux, j'aurais tendance à ramener des très gros fragments. Une cabane de bord de plage. Voilà, mais j'attends. Le moment n'est pas encore venu parce que j'aurais pas où les stocker. Et tu les stockes dans quelles conditions ? Des boîtes de temps ou des boîtes de thème, par exemple ? Des boîtes de thème. J'ai des boîtes de feuilles séchées, des boîtes de petits galets, des boîtes d'os de poisson, des boîtes de glands, des boîtes de bois flotté. J'ai une boîte qui s'appelle la mer, tout simplement, parce que tout se mélange à l'intérieur, j'ai pas pu les catégoriser. Il y a des algues, il y a des coquilles d'oursin, par exemple. Donc j'ai des boîtes de toutes sortes. Alors auparavant, tout était plutôt à l'air libre parce que j'avais un atelier qui me le permettait à Paris dans le 20e. Et ce n'est pas plus mal parce que ça m'a permis de les protéger. Là, je n'ai pas assez de place pour les exposer. Donc tout est fermé dans des boîtes en carton. C'est quelque part très féminin cette façon de récolter les choses et de les garder avec une certaine préciosité dans l'acte de les garder. Ça rappelle une certaine féminité. Je ne sais pas, je saurais pas dire. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la préservation. Alors peut-être, oui, peut-être que les femmes sont plus soigneuses, je ne sais pas. Mais ce serait quand même un peu réducteur de dire ça. Mais moi, c'est surtout le côté instinctif qui me fait avoir envie de prendre soin de ces objets qui sont tellement fragiles. Donc c'est effectivement en prendre soin, les emballer, faire en sorte qu'ils ne se cassent pas, qu'ils durent dans le temps, que je puisse les utiliser à chaque fois que j'ai envie. Voilà. Il y a une influence dans le fait de collecter ces objets et ce type d'objet-là précisément du graphisme de la fin des années 90 et des années 2000 où très facilement dans les revues, dans les génériques des bons magazines, des bonnes émissions, on voyait un poulpe, on voyait une algue, on voyait un corail parce que leur design a interpellé ces années-là. Certainement, oui, ce sont des formes exceptionnellement belles
C'est d'abord la première raison pour laquelle je les récolte. Je ne récolte pas n'importe laquelle. Je ne sais plus quel artiste disait ça, je crois que c'est peut-être Miro, mais en fait c'est instinctif, c'est la main qui est attirée par un objet et pas un autre. C'est comme les personnes, pourquoi est-ce qu'on se lie d'amitié avec telle personne et pas telle personne? Donc quand tu te balades, ton œil il va tout de suite vers un objet spécifique parce qu'il y a une sorte de lien qui se forme. Et effectivement, pour moi, c'est purement graphique esthétique, hein. C'est des formes exceptionnelles. Quand on regarde la perfection d'un coquillage, la symétrie, c'est quand même extraordinaire. Alors le graphisme nous ramène un peu aux arts décoratifs et c'est là que quelque part Matisse, Tanger, le Matisse de Tanger ou le Tanger de Matisse peuvent inspirer. Complètement. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Lorsque Aziza m'a proposé de faire partie de l'exposition, pour moi, c'est évident. Je me suis pas posé la question pourquoi Matisse, quel serait mon lien, parce que il fait tellement partie de moi, je dirais, depuis que je suis adolescente, que je ne me suis pas posé la question. Pour moi, c'était très logique, oui. Matisse et quels autres peintres, plasticiens auraient pu t'influencer? D'autres peintres de l'époque de Matisse, je peux parler de Gauguin, mais après, d'une époque plus contemporaine, il y en a énormément. Il y a Gérard Richter, j'aime beaucoup, enfin là je reviens encore en arrière, Monet, évidemment, énormément. Tout ce travail sur l'eau me fascine. Il y a John Mitchell, tout simplement parce qu'il y a eu cette exposition où on a pu les mettre côte à côte et ça m'a beaucoup fasciné de voir comment une artiste plus contemporaine pouvait dialoguer très fort avec Monet, par exemple. J'aime beaucoup ces grandes touches de couleurs. Je parle de John Mitchell. D'autres noms, des fois c'est des peintres, des plasticiens beaucoup plus minimalistes, comme Liu Fan qui m'a énormément inspirée par son côté zen, épuré, parce que je reviens à cette histoire d'objets trouvés. C'est aussi comme si je constituais une sorte de temple dans mon atelier. C'est des objets que je respecte, je vais pas dire vénérer, mais auxquels j'attribue quand même une place très importante. Comme on sait, dans toutes ces philosophies asiatiques, les objets font partie de la nature autant que les êtres humains, que les montagnes, que les arbres. Donc Liu Fan m'a beaucoup inspiré pour ce côté très philosophie zen et épuré. Je suis tellement heureux d'entendre Liu Fan cité dans mon podcast parce que je considère que c'est un des plus grands artistes contemporains. Il y a un triumvirat marocain constitué de Selfati, Amina Benbouchta et Rita Alaoui, qui est très inspiré lui aussi par un mouvement primitiviste qu'on appelle la semi-figuration ou la figuration moderniste, dont la papauté reviendrait à James Brown. Je pense qu'il vous a inspiré tous les trois très fortement. Désolée, mais je vois pas trop le travail de James Brown, il faudrait que je regarde. Il habitait Paris, il est mort au Mexique, et il venait beaucoup au Maroc, à Tanger. Il dormait à l'hôtel Minza et il louait 2 chambres à l'hôtel Continental dont il se servait comme atelier. Et c'est un peintre qui a énormément influencé les années 80, qui était défendu par la Galerie Lelon. Très bien, mais écoute, je ne manquerai pas de regarder. J'aime beaucoup ces réseaux, ces liens qui se créent. Si cet artiste dont j'ai oublié de mentionner le nom, enfin il y en a tellement des artistes qui m'inspirent, Simon Antaille, pour tous ces pliages. Je suis en fait très fascinée par les artistes qui ont développé une méthode toute leur vie et qui ont exploré la même méthode, qui l'ont fait évoluer. Moi je serais incapable parce que j'ai tout le temps besoin de renouveau, mais je suis impressionnée par certains artistes comme Simon Antaille par exemple. C'est le propre de la modernité de s'engager dans une technique et de l'exploiter jusqu'à la fin, jusqu'au bout. La caricature étant Buren qui fait un travail formidable avec ses rayures. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Et toi, tu n'arrives pas à monopoliser ton attention sur une technique? Si, mais j'ai des phases en fait. Et ensuite, ça va bifurquer vers autre chose. Mais le fil rouge est là, hein. C'est-à-dire il y a une continuité, il y a une logique. Une chose me fait passer à une autre. En parlant de pliage, par exemple, j'ai fait des dessins sur des filtres à café récemment. Le filtre à café, c'est une forme très conique qui est très compliquée à utiliser, donc j'ai été obligée de le plier
pour en faire des formes qui me plaisent, et de là, maintenant, a découlé encore un autre travail un peu plus bidimensionnel autour de la pliure. Voilà, c'est un peu comme ça que mon travail évolue au niveau formel. C'est un exemple. Support surface. Alors, en parlant de ton côté protéiforme, va-t-on dire, tu es aussi performeuse. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis performeuse, non. Franchement, c'est juste que j'ai eu besoin d'utiliser mon corps à un moment donné de manière extrêmement naturelle. C'était la suite logique de tout un tas de rituels qui habitent mon quotidien déjà. Et en fait, ma première performance a été juste une suite logique de ces gestes journaliers qui ont lieu dans mon atelier, dans mon quotidien de vie. Et ça m'apporte énormément de sortir un peu de la toile peinte. Donc oui, c'est un projet qui me tient très à cœur, qui est autour du soin en général et particulièrement du soin par les plantes. Te voilà diététicienne à tes heures de performeuse. Plutôt sorcière, on va dire. Disons que, encore une fois, je vais revenir à mes enfants, mais le fait d'avoir des enfants petits qui tombent malades, etc., ça m'a poussée à chercher énormément de remèdes qui n'étaient pas des remèdes allopathiques. Donc j'ai beaucoup exploré l'homéopathie, la naturopathie, les herbes, etc. Et en fait, aujourd'hui, tout prend forme de manière très logique dans mon art. Je me rends compte que rien n'est séparé, tout est un. Donc ces performances dont tu parles sont parties d'un simple geste, si tu veux en connaître l'origine, qui était mon arrière-grand-mère qui me soignait avec un cataplasme de henné parce que j'avais des problèmes de peau. Et ce geste-là a déclenché toute une série de recherches, de travaux, de performances, d'histoires, même une exposition que j'ai appelée Parle-moi du jardin de ta grand-mère, qui a eu lieu au Centre d'art contemporain Tinius à Montreuil. Donc, d'une certaine façon, en travaillant sur l'héritage, sortir du pittoresque, le henné que l'on fait sur les mains en dessin pour le mariage, par le même matériau, avec les mêmes qualités que l'on utilise en cataplasme pour soigner beaucoup de choses d'ailleurs, le henné. Oui, tout à fait. C'est bien de rappeler qu'il y a aussi tout un registre qui n'est pas folklorique autour de cette plante. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est une plante médicinale à la base. Et sortir de la peinture, ça passe aussi par le livre. Oui, mais juste une petite parenthèse. Alors, je sors toujours de la peinture, mais j'en reviens toujours. C'est un peu comme à maison. Je peux pas trop m'en éloigner. Donc, quand je sors de la peinture pour explorer, par exemple, le pigment à base de cette plante médicinale, je me rends compte que ça fait des traces que je peux peindre avec et je reviens sur la toile. Tu sors pour aller chercher des idées, en fait. Oui, je sors pour raconter aussi d'autres histoires que je ne peux pas raconter avec la peinture. Mais qui te ramène à la peinture quand même. Toujours, c'est ma maison. Et le livre alors ? Alors le livre, quand j'ai un peu fait le tour de tout ce que je peux raconter par la peinture, par une installation, par une petite performance, je me dis mais tiens, il faut un livre maintenant pour laisser une trace. Et c'est un format qui me tient très à cœur. J'ai appris à fabriquer, on va dire, des techniques assez connues comme le livre accordéon qu'on appelle les Porello ou d'autres sortes de livres. Donc ça m'amuse également de les fabriquer moi-même. Et le livre aussi revient toujours pour clôturer un projet ou pour immortaliser une idée. J'aime beaucoup le format du livre d'artiste. Est-ce que faire des livres d'artiste veut dire être littéraire ? Je ne pense pas, parce que le livre d'artiste reste quand même une œuvre aussi, c'est un objet également. Évidemment, il y a des mots, pas toujours d'ailleurs, mais moi ça me pousse à écrire des petits textes courts. Si tu veux, oui, on peut rapporter ça à la littérature, en quelque sorte. Il y a dans ton œuvre, comme tu le soulignais toi-même, quand tu interprètes la sorcière, une dimension chamanique très puissante, très forte. Est-ce que tu pourrais l'expliquer ? C'est cette volonté de soigner. C'est quelque chose qui m'habite profondément. J'ai un instinct peut-être d'infirmière, qui n'est pas toujours un avantage, parce que le syndrome de l'infirmière, on a envie de sauver tout le monde. Mais je suis fascinée par les remèdes.
Comment est-ce qu'on peut guérir une simple plaie, une toux, une maladie par des remèdes que la nature nous offre? Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Donc ça me renvoie forcément à des populations autochtones qui savent exactement comment utiliser les plantes qui les entourent de leur environnement. Et tout ça me fascine beaucoup. Est-ce que tu as ta boîte remède? Complètement. Si tu vois ma valise actuellement, je pense que la moitié, alors ce sont pas des remèdes parce que comme tu vois, j'ai l'air quand même un petit peu en forme, mais c'est plein de petites, comment dirais-je, c'est des herbes, des onguents, des crèmes, des huiles essentielles. J'ai vraiment besoin d'être entourée au cas où. Au cas où, il y a telle huile essentielle qui pourrait me faire du bien. C'est quelque chose qui me rassure. Alors, la dimension chamanique du care, du soin, mais il y a aussi peut-être celle de la création, de la créativité. Est-ce que tu es traversé par quelque chose qui crée? Complètement, oui. Je pense que tous les artistes, on est traversés. Certains artistes pensent qu'ils créent eux-mêmes tout seuls, par leur volonté, leur conscience, leur choix, et puis d'autres se laissent porter, transporter, traverser, c'est le meilleur mot, par quelque chose qui les dépasse. Oui, je pense qu'il y a les deux. Je pense que cette chose qui me dépasse est le moteur. Parce que parfois on comprend même pas comment on part d'une page blanche et on arrive à quelque chose qui tient la route. C'est quand même incroyable. Bon, c'est comme l'écriture, hein. Donc oui, je pense qu'il faut être habité par un état un peu second. Alors on peut appeler ça le ciel, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais il faut rentrer dans une sorte de transe pour pouvoir accoucher de quelque chose qui soit équilibré, vibrant, qui soit parlant, dont la composition soit réussie. Évidemment qu'on peut pas créer dans un état, comment dirais-je, tout à fait banal, hein, c'est conscient, non. C'est cette dimension chamanique-là qui m'intéressait. Pourquoi la nature t'est-elle si chère? On voit qu'il y a le soin, effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus strictement formel? Si, comme je te disais, c'est parce que je trouve que c'est beau. Enfin, tu prends une feuille qui est tombée par terre, tu la regardes de près, elle peut être magnifique. Donc c'est surtout le côté esthétique, le côté symétrique, ce côté peut-être, je vais pas dire divin, mais spirituel. Moi, ça me fascine. En tant que reconnaissance et hommage à la création. La création en général, oui. Et à la perfection de la création. Mais est-ce que cela t'amène à avoir une position, une attitude écologique, on va dire? Complètement. Mon art est très porté par l'écologie, par la sauvegarde des écosystèmes. Disons que j'en suis totalement, comment dirais-je, je suis très angoissée par ce qui va rester. Et toute cette angoisse se traduit par la représentation d'objets naturels à qui je rends hommage. Et s'il ne restait rien, qu'est-ce que ça ferait? C'est une très bonne question. Ça serait terrible quand même qu'il n'y ait plus aucune trace. Bon, ça changerait rien parce qu'on serait plus là pour s'en rendre compte. Mais je tiens absolument à ce qu'il y ait des traces, aussi petites soient-elles. Par exemple, les banques de graines, c'est quelque chose qui me fascine. Un jour, j'aimerais bien aller visiter une banque de graines. Tous ces efforts qui sont là pour perpétuer une espèce d'arbre, une espèce végétale ou animale, je trouve que c'est extrêmement important parce que comme on voit, il y a des villes entières qui peuvent être complètement détruites. Ce qu'il reste, c'est justement ce que on a réussi à préserver dans une banque de graines, dans un musée, grâce à des archéologues, par exemple, qui peuvent reconstituer un peu la vie de personnes qui ont été là avant nous. Pour moi, c'est quand même indispensable qu'il reste des traces. Sans doute cela est-il essentiel, puisque l'un des premier acte d'Israël dans son génocide contre la Palestine est d'avoir bombardé la banque de graines palestinienne et l'avoir anéantie. On est bien conscient qu'il faut anéantir même ce qui est caché. C'est absolument monstrueux. Le patrimoine, l'histoire, le futur, une banque de graines, c'est un futur possible. C'est tout à fait, c'est un futur possible, exactement. Comment te situes-tu par rapport à l'histoire récente de l'art contemporain au Maroc? C'est-à-dire, si tu peux préciser ta question, comment je me situe?
En tant qu'héritière, justement, des Belhamine, des Belkaya, en tant que co-voyageuse, peut-être d'Amina Benbouchta, où est-ce que... Je me situe pas, hein. Moi je me pose pas la question. Je suis juste là, j'existe, je trace ma route. Justement, je me situe nulle part, en fait. Voilà, j'ai toujours dit, je suis une femme du monde, une artiste universelle. Évidemment que je suis marocaine et que tout ce que je vis au Maroc, tout ce que j'ai vécu, la lumière, l'éducation que j'ai reçue, ma culture, tout ça fait partie intégrante de mon travail. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'universel. C'est de sortir de ces codes pour parler d'universalité. Donc, je me situe pas. Je me situe plus comme un électron libre qui peut avoir des liens avec certains artistes de ma génération ou de ma culture, effectivement. Mais j'ai du mal à me situer, justement. Et le positionnement depuis un point de vue marocain, ça t'intéresse pas? Bah si, quand même. Je fais partie de la scène marocaine. Regarde, là, je suis là. On est au Minzer, on est à Tanger. Je suis très attachée à mon pays. Donc, évidemment que c'est important. Je n'aime pas les étiquettes, en fait. Voilà. Pour répondre plus précisément, je n'aime pas qu'on nous labellise d'artistes africains ou ceci, cela. Un artiste, c'est universel. On n'a pas besoin d'être catégorisé pour exister en tant qu'artiste. Mais si on aime Monet, c'est parce qu'il a été un moment impressionniste, qu'il a dépassé cet impressionnisme, qu'il a été un des premiers grands modernes. C'est aussi parce que on arrive à le catégoriser, à comprendre d'où ça vient et ce que ça a pu nous apporter. Bien sûr, mais ça c'est votre rôle à vous, hein. Je pense que c'est difficile là par un artiste de se catégoriser lui-même et de s'analyser lui-même. C'est difficile comme question. J'ai pas de recul. C'est ça, c'est le travail extérieur. Mais est-ce que tu te sens investi d'un héritage civilisationnel africain, berbère, arabe, marocain, parisien, je sais pas. Oui, d'abord marocain, berbère si on veut, parce que mon arrière-grand-mère était berbère. Ça c'est ancré, c'est indélébile, c'est une évidence. Et puis après, on construit notre propre famille qui est universelle. À New York, j'ai tissé des liens exceptionnels avec certains professeurs qui me suivent encore aujourd'hui, avec qui j'ai une très forte amitié. Et puis tout cela fait ce que l'on est aujourd'hui. Donc finalement, tu es marocaine et par cela, tu es proche de cet héritage, mais tu es encore plus proche de Ly Oufane ou de Simon Antaï. Ce qui me renvoie au Maroc, c'est plus mon identité, ma culture, mon éducation, et puis ce rapport à la terre qui est complètement organique en fait et viscéral. Et la culture, c'est ailleurs que j'ai pu m'en inspirer, on va dire. Ton rapport à l'objet est intéressant et quand tu parles de ton rapport au Maroc, tu parles de la terre alors que la plupart des plasticiens, des peintres parlent de la lumière. C'est intéressant, c'est intéressant. Oui, mais la lumière, c'est une évidence. Quand à Paris, au mois de janvier, il fait nuit à 4 heures de l'après-midi et que je ne peux pas peindre parce que je ne peins pas avec des néons, je rentre chez moi, tout simplement. La lumière au Maroc, c'est un cadeau, on se rend pas compte à tel point. Oui, c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'on est tous là. Donc effectivement, la lumière, mais la terre aussi. Cette couleur rouge, parfois ocre, est fascinante. Alors vu que tu as choisi de devenir septentrionale, pourquoi est-ce que tu ne peins pas à l'américaine, c'est-à-dire justement au néon, aux lumières artificielles, puisque au moins on a la garantie d'avoir toujours une même approche de son œuvre. On ne dépend pas des effets de la lumière extérieure. Mais il faudrait que je trouve les bons néons, parce que ça modifie parfois les couleurs. Et là, c'est une vraie torture pour moi. Il y a maintenant, il y a des super lumières qui répliquent la lumière du jour. Il faudrait que je m'équipe. Mais je peux aussi arrêter de travailler quand le jour tombe, tout simplement. Il faut savoir se reposer. Bon, néanmoins, quels sont tes projets? Dernière question, quels sont tes projets actuels? On a un petit projet en décembre avec le Riad Elfen et la galerie Signa où on va présenter un travail pour le mois de décembre et qui sera visible pendant la 154. J'ai aussi mon projet de soins autour des plantes qui continue. Je ne l'ai pas mentionné, mais je fais des petites formations autour des plantes tinctoriales pour apprendre à extraire les couleurs des plantes et les utiliser
Donc ça, c'est le projet technique de recherche qui continue en fond. Après, en termes d'exposition, peut-être que je pourrais te répondre dans 1 ou 2 mois parce que j'ai semé beaucoup de graines, j'attends pas mal de réponses. Les choses vont se confirmer dans le mois et les 2 mois qui arrivent. J'ai un petit projet d'installation pour la Nuit Blanche à Paris qui j'espère sera accepté, où je vais pouvoir exposer des grandes tentures très performatives. Je candidate à quelques appels à projets qui me semblent très pertinents. Et ça, c'est mes futurs projets. Par exemple, j'aimerais bien candidater pour la Villa Médicis. Mais il faut que ce genre de projet arrive au bon moment dans une carrière. I am the passenger and I ride. Ce 47e épisode des Passagers de Tanger, consacré à la plasticienne Rita Alaoui, était réalisé en octobre 2025 à l'hôtel El Minza à Tanger à l'occasion de l'ouverture de l'exposition collective Matisse ici et maintenant, montrée du 18 octobre au 18 novembre 2025 à Galerie Kent, Tanger. Merci à Aziza Laraki et à Maha pour leur charmant accueil, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajouka de Bachir El-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajouka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pijard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation de Los Colorados. We'll see the city's ripped backside. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The sky was made for us tonight. Yeah, it was made for us tonight. I am the